Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je veux nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Merci beaucoup, on va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonjour DMG TV, bonjour chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir ou bon après-midi, peu importe l'heure ou l'endroit où vous me suivez, vous écouterez mon histoire. Je vous, je vous fais cet audio depuis l'Angola et j'aimerais vous conter quelque chose qui m'est arrivé dans le passé, il y a quelques années. Bon, déjà, je suis une fille, j'ai été élevée par ma mère. Et quand je suis venue habiter avec mon père, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'abus, beaucoup d'histoires et tout. Et je suis retournée vivre chez ma mère et je suis revenue en Angola. Et un jour, pendant que je cherchais du travail et je pense que ce jour-là, enfin, je vais dire une pièce de 100 kwanza. J'avais une pièce de 100 kwanza qu'il me restait dans la poche. Je suis sortie de la maison, j'avais même des sandales, j'avais mes CV en main. Et quand je suis arrivée au niveau de Talatona, pour ceux qui connaissent l'Angola, vers Bella Shopping, je suis restée là, j'attendais le bus. Donc je voulais négocier avec le bus que j'avais 100 kwanza qu'il me laisse vers chez moi, qu'il me descende à Nova Vida. Et donc du coup, je vois un jeune qui s'approche de moi et qui me dit, ah, en tout cas, ma soeur, il y a quelqu'un qui vous appelle dans la voiture à côté. Je lui dis, mais ça c'est qui? Déjà, moi, j'ai pas l'habitude de, d'aller quand les gens m'appellent, surtout quand les gens qui sont dans leur voiture. Je préfère que les gens sortent et viennent me parler en fait. Et j'ai grandi un peu dans un pays d'Afrique centrale. Et du coup, je connais en fait les réalités des loges, des trucs de franc-maçonnerie et tout ça là. Bien que ici dans mon pays, c'est pas vraiment, les gens prêtent pas trop attention, hein. Les gens pensent que c'est des superstitions, mais voilà. Donc du coup, excusez-moi, hein, je suis un peu grippée, je sais pas si vous m'entendez. Et donc du coup, bon, je vais quand même. Et je suis partie. Il y a un monsieur bien métis et tout ça là, avec la barbe bien propre. Dès qu'il baisse la vitre, vous sentez même l'odeur du parfum qui sort de sa voiture. Donc vous sentez que c'est quelqu'un de vraiment aisé, quoi. Il me dit, euh, vous êtes jolie, vous êtes très jolie, vous êtes charmante. Vous allez où? J'ai dit non, moi je rentre chez moi. Il me dit non, entrez, je vais vous déposer quelque part. Donc moi j'ai un peu appréhendé, j'ai un peu appréhendé. Après je me suis dit bon, ok. Euh, Après il m'a dit que non, mais moi je vais pas loin parce que mes bureaux sont ici quelque part, juste à côté là, à 100 mètres et tout ça là. Donc on peut rester dans le parking du shopping pour discuter. Et donc, du coup, il a conduit, hein, c'était quelques mètres juste. Il a conduit dans le parking du shopping mall. On est resté. Il me posait des questions. Oui, tu habites où? Et tout ça. Et j'ai dit oui, tu habites avec qui et tout. Après, bon, il a compris que j'appréhendais un peu, que j'avais un peu peur. Et il me dit, non, faut pas avoir peur. Moi, je suis un père de famille. Moi aussi, j'ai une fille. Donc, je peux pas te faire du mal et tout ça là. Il m'a même montré la photo de sa fille et tout ça là. Bon, après, moi, je me suis dit, bon, ok, il a une fille. Donc, peut-être que je vais baisser ma garde un peu. Donc, il me demande, ah non, tu as une voiture et tout ça. J'ai dit, non, j'ai pas de voiture. Il me dit non, est-ce que tu as le permis? J'ai dit non, j'ai pas de permis encore. Il sort $3000. Il me donne. J'ai dit ah, ça c'est quoi encore? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est Dieu qui l'a envoyé ou bien
moi, avec mes 100 francs dans la poche, quelqu'un qui veut me donner 3000 dollars comme ça, là, vraiment, ça ne peut qu'être, enfin, ça ne peut qu'être un miracle de Dieu, ou bien peut-être c'est un ange que Dieu a envoyé, tout ça. Et donc, du coup, j'ai un peu quand même appréhendé, mais j'ai pris, en fait, j'ai pris l'argent. J'ai pris l'argent, j'ai dit merci. Il m'a dit, euh, il faut prendre cet argent-là, tu vas t'inscrire à l'auto-école et tout. Dès que ton permis sort, tu m'appelles et puis je vais t'offrir une voiture. Ah, je me suis dit, ah, ça c'est trop quand même, hein. On vient de se rencontrer comme ça là et puis tu me parles déjà de voiture et tout. Bon, ça c'était au fond du cœur que je me dis. Et puis il me dit non et tout. Si tu veux, on peut se voir demain ou après-demain et tout ça. On peut se donner rendez-vous au même endroit et il n'y a pas de souci. J'ai dit d'accord, il y a pas de problème. Donc me voici, je prends l'argent. Euh, je me rappelle même plus, il m'a donné la bise sur la joue, bien sur le front. Enfin, je me rappelle plus. Donc je suis partie. Je suis partie chez moi et quand je suis arrivée à la maison, j'ai quand même prié, j'ai prié pour l'argent. Et comme le lendemain, je pense que c'était un dimanche, non, le dimanche? Oui, le lendemain, c'était un dimanche ou un jour après, ou le surlendemain, c'était un dimanche. Je suis partie à l'église, j'ai pris 10% de cet argent-là, donc c'est-à-dire 300 dollars, je suis allée donner comme offrande à l'église. Donc, après avoir donné comme offrande à l'église, j'ai maintenant pris un peu, j'ai donné à ma cousine avec qui je marchais. Donc, j'ai donné à ma cousine. Et après, je sais pas, trois jours ou 4 jours après, il m'appelle. Bon, moi, j'étais ce jour-là, j'étais avec ma cousine, on était au même shopping mall, on était au cinéma et tout ça là. Donc, le film commençait et c'est lui qui m'appelle. Bon, j'ai dit à ma cousine, j'ai dit, bon, ok, je sors un peu pour aller au cinéma, pour aller aux toilettes. Et donc, je reviens. Ce jour-là, j'avais mal au ventre. Je ne sais pas pourquoi, mais mon ventre me faisait tellement mal. Je ne sais pas c'était pourquoi, mais j'avais vraiment mal au ventre ce jour-là. Et donc, quand je vais aux toilettes, donc enfin, je fais les selles. Et c'est lui qui m'appelle, me dit non, je suis dans le parking, faut venir s'il te plaît. Donc, du coup, ça m'a gêné un peu. Je viens des toilettes ici, puis je vais me mettre dans la voiture de quelqu'un qui est propre, tout ça là. Donc, je pars dans la voiture. Il me fait, ah, ça va et tout ça là. Il essaie un peu de me parler. Moi, je vais m'occuper de toi et tout. Tu es très belle. En tout cas, tu es très jolie. Tu brilles et tout ça là. Enfin, il a essayé un peu de me parler. Bon, c'est vrai qu'il y a, il y a plusieurs détails qui m'échappent un peu. Donc, donc il m'embrasse. Donc, moi, j'ai un peu appréhendé. J'ai dit, ah, mais moi, je fais pas ces trucs-là comme ça. Je connais pas bien la personne et tout ça. Donc, il m'embrasse. Je résiste un peu. Après, comme il était plus costaud que moi, il me tire vers lui, il me tire vers lui et il m'embrasse encore. Et au moment qu'il m'embrasse, je vois qu'il baisse, enfin, qu'il fait descendre sa main derrière mon dos, quoi. Il baisse sa main, il veut faire entrer sa main dans mon slip. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il me dit, non, moi, c'est mes fantasmes et tout ça là, moi, j'aime ça. Ne... Excusez-moi. Il me dit, euh, non, moi, ça, c'est mes fantasmes et tout ça là. Donc, du coup, euh, je me suis dit, mais ça, c'est quoi encore? Bon, du coup, je me suis un peu laissée faire. Et puis, c'est comme si quand j'étais dans la voiture, c'est comme si je sentais, c'est comme si une domination, c'est comme s'il m'avait dominé ou quelque chose dans le genre. Donc, du coup, je me suis vraiment laissée faire, quoi. J'avais pas vraiment le contrôle sur moi-même. Euh, après, je vois seulement comment, enfin, je sens comment il met son doigt dans mon anus. J'ai dit, mais faut pas aller là-bas, faut pas aller là-bas. Moi, je viens d'utiliser les toilettes et tout ça là. Il me dit, non, c'est même bien, il n'y a pas de souci. Ça me dit absolument rien. Moi, je veux que tu sois ma copine et tout ça. Donc, je peux même manger tes selles et tout ça. J'ai dit, ah. Bon, du coup, comme j'étais un peu comme sous dominée et tout ça là, euh, je le vois, il met son doigt, c'est quoi un doigt? Le doigt du milieu là, il met ça à l'intérieur et je vois qu'il sort un peu, il y avait un peu, enfin, des selles et il sort, il suce ça, il suce ça. Donc du coup, moi, ça m'a un peu dégoûté et tout ça là. Après, quand il finit ça, il me fait une bise sur le front. Donc après, on s'est séparés et tout ça là. Euh, je rentre, je repars donc voir ma cousine dans la salle de cinéma. Je reste, mais dès que je me suis assise dans la salle de cinéma, j'ai commencé à mal me sentir. Je commençais à sentir le vertige. C'est comme si mon cœur, on était en train d'essayer d'arracher mon cœur. C'est comme si j'ai commencé à avoir mal à la tête. Une de ces migraines terribles m'a pris. Et dès que le film est terminé, j'arrivais même plus à voir le film. Et dès que le film est terminé, j'ai dit à ma cousine, on s'est séparés puisqu'on vivait,
on vivait pas au même endroit. Donc moi, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, même quand je marchais là, j'ai pris le bus, je suis descendue. Quand je marchais, j'arrivais plus. Donc dès que je suis arrivée à la maison, j'ai cru que j'allais mourir. Je sais pas, cette sensation-là, j'arrive pas à décrire ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui voulait prendre mon âme, en fait. Et du coup, peut-être mon sixième sens, ou bien le fait que j'étais un peu éveillée quand même, j'ai su vite aller dehors, j'ai pris un seau, j'ai mis de l'eau dedans, j'ai pris le gros sel, je pense, j'ai pris la Bible et j'ai pris l'huile d'onction, je pense. Ah, vous connaissez les huiles qu'on vend souvent dans les pays francophones ou bien dans les pays d'Afrique centrale avec, il y a une croix au milieu. Je pense que c'est des huiles bénies des catholiques et tout ça là. Donc, ma maman m'avait donné ça, donc du coup, j'en avais sur moi. Donc, j'ai mélangé tout et le sel et l'huile et tout. Donc, j'ai commencé à prier l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien et tout. J'ai commencé à prier sur l'eau là, je me suis lavée. Hey, c'est comme si ça empirait. J'ai commencé à chauffer. C'est comme si j'appelle le gars, il n'y a rien, il ne répond pas. J'appelle. J'ai appelé au moins jusqu'à minuit. Je suis arrivée à la maison, il était peut-être 19 h ou 20 h. J'ai appelé jusqu'à minuit, le gars n'a pas décroché. Le lendemain, le jour d'après, j'ai appelé, même plus de 200 fois. Le gars n'a jamais décroché jusqu'au jour là. Et pourtant, je le voyais en ligne, je voyais toujours sa photo et tout ça là. J'ai dit, hé, c'est après maintenant, en écoutant vos histoires, je réalise maintenant que c'est quelque chose qu'il m'avait fait, ou bien il avait pris quelque chose sur moi, ou bien il voulait vendre mon âme et tout ça là, et ça n'a pas marché. Parce que ce jour-là, j'ai quand même vite agi. J'ai vite agi, j'ai réagi. Parce que si j'étais allée me coucher, peut-être que je ne serais plus là en train de vous raconter cette histoire, ou bien quelque chose aurait pu m'arriver. Donc voilà. Donc je voudrais ici, pour donner la morale à mon histoire, je voudrais vraiment appeler aux jeunes mamans, aux jeunes filles de vraiment faire attention avec les gens. Aujourd'hui, il ne faut plus faire confiance aux gens. Ça, c'était il y a peut-être 2013, donc je vais dire 10 ans, 10 ans passés, en 2013, 2014, je pense. 2013-2014, il y a peut-être 10 ans passés. Donc, il faut vraiment faire attention, beaucoup prier. Quand vous voyez que vous êtes dans une situation où c'est pas normal, appelez toujours, si vous êtes catholique, vous êtes chrétien, appeler le nom de Jésus, le sang de Jésus. Et puis avant d'aller voir les gens, il faut toujours, aujourd'hui, il y a beaucoup d'astuces sur Internet, il y a beaucoup d'astuces avant de sortir. Vous pouvez avoir le jujube sur vous, vous pouvez avoir de l'ail, ou bien vous pouvez avoir du sel dans vos chaussures. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et puis les mamans, s'il vous plaît, parlez avec vos enfants. Les garçons comme les filles, il faut vraiment parler avec les enfants. Sinon, le monde de dehors là est très, 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 très mauvais. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et grâce à vous, vraiment, j'ouvre les yeux, je parle à mes enfants et voilà, vraiment que Dieu vous bénisse et bénisse votre travail, surtout vous protège parce que c'est pas facile. Bon, gros bisous depuis l'Angola et puis soyez tous bénis. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, je suis là pour vous conter une histoire, l'histoire de mon cousin. Ça s'est passé environ, je dirais, ça fait déjà 4 ans, 3 ans de cela. Donc, on vivait avec notre cousin, on était dans un appartement. Il y avait mes grands-parents, mes tantes et mes cousines et mes cousins. Donc, je n'étais pas avec mes parents. On vivait là-bas depuis, je dirais que ça faisait déjà 2 ans de cela. Donc un jour, on était dans la maison, on dormait. J'ai vu ma tante, l'aînée de ma mère, elle s'est mise à crier au milieu de la nuit. Je pensais qu'il faisait déjà minuit, 2 heures, minuit, je pense, 1 heure ou minuit, je pense bien. Elle s'est mise à crier. Elle nous disait, réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Ben, nous, on dormait, j'étais pas loin d'elle. Sa chambre et moi, c'était tout près. Et la maison n'avait pas de plafond. Donc, automatiquement, lorsqu'il y a un bruit quelque part, nous, on arrivait à entendre ce qui se passait. Donc, nous, on se réveille, on demande qu'est-ce qu'il y a. Elle dit, il y a un avion mystique qui a atterri sur la maison. Et priez, 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 levez-vous et priez, il faut beaucoup prier. Il y a un avion mystique qui est sur la maison et je pense qu'il y a 3 personnes à l'intérieur. Mais dans le truc qu'elle nous racontait, genre notre chambre, ma chambre, j'étais avec ma soeur, ma chambre
et celle de ma tante, on était sur le même côté. Et en face de nous, il y avait la chambre de ma cousine et de ma grand-mère. Ma grand-mère dormait avec ma tante et ses enfants. Donc, dans une autre chambre. Et elle nous fait comprendre que l'avion mystique est tombé de l'autre côté. Donc, pas de notre côté, mais de l'autre côté. Donc, il fallait prier. Donc, toutes, puisqu'avec des femmes et un seul garçon, bon, tous, on s'est mis à prier. On a prié le matin. Elle nous a raconté, il y avait 3 hommes à l'intérieur. Il faut beaucoup prier. Donc, après, on a fait en gros 4 à 5 jours. Mon cousin a commencé à tomber malade. Il a commencé à tomber malade. On ne savait pas ce qu'il avait. Sa peau commençait à changer de couleur. On regardait sa paume de main. C'était juste jaune. Les yeux étaient devenus jaunes. Les pieds étaient devenus jaunes. Donc, nous, on ne comprenait pas réellement ce qu'il avait. Et vu que ma tante, elle ne travaille pas, et son mari aussi, bon, en tout cas, elle n'est plus avec son mari, donc c'est elle-même qui s'en chargeait de la santé et l'éducation de ses enfants. Donc, ma mère et mes tantes, elles ont décidé de ne pas l'aider. Non, elle abuse son argent. Elle dépense son argent pour l'alcool. Elle ne soigne pas, on voit pas, elle ne dépense pas pour ses enfants. Tout, c'est nous qui faisons. Maintenant que son enfant est malade, il faudrait qu'elle-même prenne en charge. Parce que nous, on est fatigués tout le temps. Ce sont ses enfants qui tombent malades. Et c'est nous qui dépensons. Bon, c'est ce que ma mère et mes tantes se sont dites. Donc, mon cousin en question est resté avec la maladie pendant je dirais, 4 jours à 5 jours. Il était là malade. Malade, mais il s'est déplacé quand même, il marchait. Mais il était malade. On a commencé à faire un peu les médicaments traditionnels parce que n'avait pas d'argent pour emmener à l'hôpital. À un moment, ça n'allait plus. L'une des copines à mon oncle est venue. Elle a vu, elle dit non, mais l'enfant est malade, emmenez-le à l'hôpital. C'est pas quand même, je dirais, une somme de 10 000 francs qui va vous manquer, quand même pour faire une consultation et qu'on vous tourne un peu l'ordonnance et tout. Bon, si c'est le cas, moi, je vais l'envoyer. Je vais le demander dans l'hôpital. Donc, le petit s'est levé le même jour. Hein. Il s'est levé, il allait aux toilettes lui-même. Puisque le toilette n'était pas à l'intérieur, c'était une toilette du village, il s'est déplacé, il allait derrière la maison aux toilettes. Donc après, il est revenu seul. Il est revenu, ce sont des détails que je vous rappelle, parce que devant, vous allez comprendre. Donc, du coup, on emmène le petit à l'hôpital. Il se déplace lui-même, il marche, on emmène à l'hôpital. Quand on emmène à l'hôpital, boum, en salle d'attente et tout, le petit n'arrive plus à se mettre debout. Ce qui est étonnant parce que c'était le même jour que la scène s'est passée. Donc, on le demande de se mettre debout sur la balance. Il n'arrive pas. Incapable de se mettre debout. Il était incapable de se mettre debout. Les gens parlaient, mais qu'est-ce que... Ma tante était là, mes cousines qui étaient allées à l'hôpital avec eux, parce que moi j'étais à l'école. Mais quand il s'est levé le matin, c'était devant moi. Donc, ils étaient là. Ah, mais comment ça, tu n'arrives pas à te mettre debout? Ils étaient, puisqu'à cette époque, je pense qu'il avait déjà 12 ans. Il avait 12 ans. Donc, du coup, ma cousine a décidé de le soulever et se mettre debout sur la balance. Donc, essayer de soustraire. Après, ces messieurs, on a essayé d'enlever et voir un peu combien de kilos il faisait. Il pesait, au fait. Donc, du coup, il est descendu, on l'a emmené, on a dit, oh, ce cas, il est tellement grave, comment ça? Il faut le mettre en réanimation, il fait beaucoup de fait. Le cas était devenu critique à la minute qu'on l'a emmené à l'hôpital. À la minute, son cas est devenu critique. On l'a emmené dans une salle, il fallait, on regarde le sang, il n'a pas de sang, il faut faire donner il faudrait qu'on fasse, qu'on lui fasse une transfusion de sang. Donc, c'était un peu ça. On a cherché les poches de sang, il fallait faire des dents et tout. Donc, on a emmené dans une salle. On a dit non, il fallait qu'on le mette sur oxygène. On a mis sur oxygène, on a mis les poches de sang. Je pensais que c'était 2 poches de sang. Tout allait bien. Après, quelques instants après, au final, le sang était terminé. Les 2 poches de sang qu'on a mis étaient terminées. On n'a rien compris. Il fallait encore faire des dents. Il fallait encore ajouter d'autres poches de sang. Donc, c'était ça, la nuit, on a dormi. Maintenant, ma soeur dort la nuit, elle me dit,
J'ai arrivé parce que le père de mon cousin était congolais. Donc, ma soeur me dit, j'ai arrivé, elle me surveille la journée, elle me dit, ah, j'ai fait un songe dans lequel il y avait un enfant qu'on avait mis dans un sac. Et on a sacrifié cet enfant pour une moto. Il y a une personne qui a sacrifié l'enfant pour une moto. Donc, il avait mis l'enfant dans un sac et l'enfant était mort. C'était un enfant garçon. Il avait mis l'enfant dans le sac et il avait mis l'enfant sur son épaule. Donc, dans le sac, il avait mis à l'épaule, mais c'était un sacrifice pour avoir une moto. Donc, 2 jours après, je suis allée à l'hôpital rendre visite à mon cousin et tout. Il m'a expliqué, non, moi je ne me sens pas bien, j'ai envie de manger de poulet et tout et tout. Mais j'ai dit, est-ce que tu vas pouvoir manger? Il m'a dit, oui, je vais pouvoir manger et tout. Après, il m'a dit, je n'arrive pas à respirer à cause de l'oxygène qu'on m'a donné. Si on peut me l'enlever. Parce que quand je n'ai pas ça, j'arrive à bien respirer. Mais quand j'ai ça, ça m'étouffe, au fait, ça m'étouffe. Je suis allée voir le médecin, j'ai expliqué ça au docteur. Il me dit non, c'est quoi? Hein? Machin. Bon, il s'est mis dans tous ses états. C'est comme ça, le but c'est ça. Tu ne pourras pas bien respirer. Pourquoi il se plaint? Si vous voulez, je vais vous signer une décharge et tout et tout. Je dis, monsieur, mais il dit, il n'arrive pas à respirer. Parce que l'oxygène l'empêche de respirer, donc il s'étouffe. Lorsqu'il respire, tu sens, même lorsqu'il avait ça, tu sens qu'il soulevait le souffle. Et au moment où il s'abaissait, et c'était un peu flippant. Et lorsqu'il partait aux toilettes, on en les retirait un peu, mais je voyais qu'il arrivait à bien respirer. Ah, mais médecin a boudé comme ça, c'est l'une des choses qui m'a fait tellement mal, tellement mal. J'ai dit que c'est bien quand même d'avoir une personne dans le domaine médical et tout, en tout cas. Donc, 2 jours après, je pense que c'est un jour après, on nous annonce son décès, qu'il est décédé. Oh, il est décédé. Donc, on a commencé les funérailles, on a pleuré, pleuré. Il y a une dame qui vient, elle dit non, elle le voit, elle dit non, il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort, il est encore quelque part. Priez. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Ah, mais certaines personnes qui étaient venues plus, il est mort, quand tu dis ça et tout, il est mort. Elle dit non, il n'est pas encore mort. Personne ne l'a cru et tout. Donc, comme tous, on s'est mis, bon, le choc et tout. C'est vrai, on priait. Je pense qu'on priait même avec la peur. C'était pas je veux dire quoi, une prière un peu forte. Non, je pense pas. Donc, du coup, on a patienté, on a fait tous les funérailles et tout. Donc, 2 jours après, ma grand-mère, sa mort était vraiment une mort mystique, comme je vous dis. C'était une mort très, très, très étrange. Très, très, très bizarre. Après, un mois après, ma soeur refait encore un songe. Maintenant, c'est sur lui, elle fait le songe sur lui. Il vendait dans un grand marché. Un grand marché, il vendait des choses, des vêtements. Et il vendait dans un grand marché et tout. Et ma soeur, elle avait aperçu dans le songe, au fait. Après, il a dit, oh non, je suis là en train de vendre, Yaya, c'est ça et tout. Et tout. Il a commencé à parler à ma soeur dans le songe. Le matin, il nous a expliqué. La sœur, elle a expliqué, c'est la grand-mère. La grand-mère s'est mise à pleurer. Elle a pleuré, 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 pleuré. Après, je dirais 1 à 2 semaines de cela, mon cousin en question, ma grand-mère, puisqu'elle avait fait le deuil, elle avait fait le deuil. Donc, elle marchait pieds nus, elle avait coupé des cheveux, et bon, tellement triste, comme je vous dis, nous toutes, hein, pas seulement elle. Donc, du coup, elle rêve que le petit vient dans le songe. Il vient et il dit à la grand-mère, pourquoi tu marches pieds nus? Pourquoi tu marches plus? Arrête de marcher pieds nus. Je ne veux pas que tu puisses faire mon deuil et tout et tout. Moi, je suis bien. Arrête. Bon, moi, je vais te donner de l'argent. Je vais te laisser 2 000 sous dans ma matelas. Comme ça, demain, tu prends les 2 000, tu jettes les paires de la bouche et tu marches et tu portes. Je ne veux plus que tu marches pieds nus. Donc, ma grand-mère, elle se réveille au milieu de la nuit. Et elle soulève le matelas. Elle se rend compte que c'est vrai, il y a 2 000 francs. C'était un choc. Les 2 000 francs, ils étaient là. Elle s'est mise à pleurer dans la nuit. Elle pleurait, après elle s'est réveillée. Elle nous a expliqué que regardez ce qui s'est passé et tout. On était choqués. Elle a acheté des paires de chaussures. Et c'est un peu ça, quoi. C'est ça le rêve. C'est un peu ce que nous, on a vécu.
durant cette période. Et après ça, on a pu rêver de lui. Mais comme ma tante a dit, ma grand-mère a dit, elle ne laisse pas ça comme ça. Elle doit vérifier. Elle est partie quand même chez des féticheurs, voir un peu qui est à l'origine de cela. Et quand elle arrive, on dit que c'était son père. C'est son père qui a finalement liquidé l'enfant, mais après, les gens disent, bon, certains disent que c'est pas le père, c'est de notre côté, le fils de ma grand-mère, mais ma grand-mère, lorsqu'elle est arrivée, on a vu son père. Parce que quand elle est arrivée pour le décès de l'enfant, elle m'a dit que quand ils sont partis pour vérifier, ils arrivent à moto pour arriver à l'endroit pour aller vérifier. La dame dit, mais il y a déjà un monsieur qui est venu ici avant vous qui vous a dévancé. Donc la personne savait qu'il venait, elle partait chez le marabout et la personne est arrivée avant eux. Bon, je ne sais pas ce qui s'est dit avec le marabout. Elle a dit, mais vous êtes arrivé en retard. Il y a déjà un autre monsieur qui est venu me voir avant vous, avant que vous ne veniez. Il vient à peine de partir. Ma tante, ma grand-mère, elle était choquée. Comment ça, il y a une personne qui est arrivée avant nous? Donc, sûrement, je ne sais pas ce que cette personne était venue faire parce que la dame n'était pas venue, elle n'était pas rentrée dans les détails. On ne sait pas exactement si c'est ce qu'elle a dit. C'est vrai que c'est le monsieur ou bien c'est une autre personne pour couvrir. On ne sait pas. Parce que c'est une dame était, qui avait fait la consultation, en fait. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas quelle leçon quelle leçon vous dire? Je sais pas trop, vraiment. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Allô, bonsoir famille, bonsoir DMG, bonsoir à toute la team. Ce soir, je viens vous raconter mon histoire que je peux intituler un homme qu'on a enterré vivant. Voilà, l'histoire se passe comment? C'est l'histoire de mon oncle, le grand frère à ma maman. C'est-à-dire qu'ils sont des enfants nés d'une mère, d'une père. Ils sont nés une famille composée de trois enfants. C'est-à-dire que le grand frère est né, ma maman et son petit frère. Voilà. Et malheureusement, les parents, c'est-à-dire que les grands-parents, moi, mes grands-parents sont partis aussi tôt. Et ma maman est restée avec ses deux frères. Elle a pris soin de ses deux frères-là jusqu'à après, bon. Elle s'est mariée, ils ont grandi, elle s'est mariée à mon papa. Bon, il y a une autre suite de l'histoire parce qu'on est une famille composée. Voilà. Et donc, elle s'est mariée, bon, ils ont grandi. Chacun est parti de son côté, essayer de former sa famille, fonder sa famille plutôt. Donc, c'est là, le grand frère, l'aîné de ma maman, lui, il était au village. Il est resté au village, au fait. C'est ma maman qui est sortie un peu hors de chez nous. Voilà, je ne peux pas donner trop de détails. C'est que si je suis ivoirienne de la région du Zanzan. Et donc, le grand frère étant resté au village, un jour comme ça, bon, il allait au champ, comme toujours. Et subitement, il y a un rat qui a surgi devant lui. Et il s'est mis à poursuivre ce rat-là. Et le rat est allé rentrer dans un trou. Les gens se cachaient. Ok. S'il savait là, il allait abandonner cette poursuite-là. Pour cette poursuite plutôt. Et il s'est permis de couper une branche de palme qu'il a nettoyée. Bon, je ne sais pas ce qu'on fait le village. On nettoie les contours et il reste un peu tout juste au bout là qu'il a introduit dans le trou. Voilà. Afin de pouvoir faire sortir le rat qui est rentré là-bas. Et malheureusement pour lui, c'est pas le rat qui sort. C'est un serpent qui sort du trou et le pique. Le serpent l'a piqué. Ce fut là le début de son malheur, de sa chute, je peux dire. Et là, il va s'effacer. Il peut dire, bon, le temps qu'on le retrouve, puisqu'il était seul, il faisait soir, on ne le voit pas rentrer. Alors ses enfants se sont inquiétés. Ils ont décidé d'aller voir au champ. Qu'est-ce qui fait que depuis le matin, notre papa est parti au champ, il ne revient pas. Ils sont allés trouver que leur papa était couché.
Bon, couché, on peut dire qu'il n'est pas mort, puisque la piqûre du serpent, c'est pas le venin est monté, puisqu'il n'avait pas. Il n'y avait personne autour pour l'assister. On sentait son pouls, mais il n'était pas mort. Et donc, ils l'ont porté. Ils ont senti que, bon, il n'est pas mort au fait, il n'était pas mort. Seulement que, je ne sais pas comment on peut appeler ça, il s'était évanoui ou quelque chose comme ça. Et ses enfants l'ont porté jusqu'à arriver au bord d'une rivière. Brusquement, il se réveille, il dit qu'il veut boire, qu'on lui donne à boire. Il y a deux de ses enfants qui ont dit non. L'autre a dit, ils n'ont qu'à lui donner, d'autres disent non, qu'on peut lui donner à boire, puisque c'est un serpent. Ils ont constaté qu'il a été piqué par un serpent. Tellement il a insisté, ils lui ont donné l'eau à boire et il a bu. Et là, ils l'ont porté jusqu'au village. Puisque les enfants ont su que bon, il n'était pas mort, il a eu à boire de l'eau. Arrivé au village, ils n'ont pas cherché. Puisque bon, quand ton ennemi même témoigne déjà, le serpent même qui est sorti du trou, c'est pas un vrai serpent qu'on peut dire en tant que tel. Puisque si c'est un serpent normal, bon, on peut poser le garrot, puisqu'il s'est évanoui, il n'est pas mort. Ils n'ont pas voulu faire ça. Dès qu'ils sont arrivés, quand quelqu'un est contre toi, ils étaient déjà contre lui. Les devanciers, peut-être les âgés, ont décrété que déjà il est mort. Il faut qu'on l'enterre. Même quand quelqu'un meurt quand même, c'est pas sur le coup, on peut le laisser reposer une nuit. Surtout que ça s'est passé, il est rentré, ils l'ont transporté au village dans la soirée. Quand même, on pouvait le laisser dormir. Il y a des produits on met pour pouvoir maintenir le corps jusqu'à peut-être le lendemain. Ils n'ont pas voulu ça. Et les enfants n'ont pas vraiment pu imposer leur décision. C'est la décision des adultes là qui est restée. Dans l'immédiat, ils sont allés chercher un cercueil, ils sont allés creuser sa tombe, les funérailles en même temps, ni vu ni connu. Puisque eux aussi, c'était les orphelins, cet oncle en question. Il n'y a pas de parents pour dire, ah vraiment, comme ça, comme ça. Dans l'immédiat, ils ont tout préparé, comme si ils étaient prêts même à attendre qu'il se fasse, qu'il allait arriver quelque chose au fait. Ils ont eu le cercueil, creusé la tombe, tout en même temps. Ils sont allés l'enterrer. Ils ont fait les funérailles, c'est passé. Et un jour, quelques temps plus tard, il y a un féticheur dans la zone, qui était de passage dans le village en question, qui a dit que, arrivé au milieu du village, il dit oui, vous faites peur ici. Vous faites peur. Vous avez osé enterrer une personne vivante. Vous avez osé faire ça. Le monsieur vous a fait quoi? Il ne vous a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa vie vous a-t-elle aussi dérangé au point où vous l'enterrez vivant? Paraît-il que après l'enterrement, l'oncle en question, il s'est réveillé. Il s'est réveillé pendant 3 jours. Jusqu'à présent, bon, j'étais petite, mais après, quand il y a eu l'histoire, franchement, jusqu'à présent, ça me fait tellement mal. Je n'ai pas eu la chance de le connaître. Bon, c'est la vie. La vie est ainsi faite. Comment imaginer une personne se réveiller dans la tombe pendant 3 jours, sans eau, sans nourriture, ni personne, quelque part isolé. Et c'est après que la vraie mort qui lui a été destinée est venue le chercher dans la tombe. Il était déjà enterré. Voilà. Et le jour de son décès, même mes parents étaient... Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Salut DM, j'espère que tu vas bien. Je suis quelqu'un qui te suit il y a très fort longtemps, que ce soit sur TikTok, sur YouTube ou encore Facebook. Et j'admire vraiment ton travail. C'est très bien. Je t'encourage à continuer cette lancée. Voilà. Je salue aussi au passage toutes les personnes qui vont peut-être tomber sur cet audio aussi. Donc, je vais commencer. Déjà, moi, je suis gabonais ivoirien. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est pas sur le Gabon.
C'est passé en 2016 plus précisément. En 2016, j'y vais au Gabon pour des vacances avec ma petite soeur et mon petit frère. Parce que notre père, c'est un politicien au Gabon. Donc je vais taire son nom. Et en 2016, il faisait la campagne du président actuel. Parce que c'était une année d'élection en fait. Et donc c'est comme ça que notre papa dit à notre mère que oui, fait venir les enfants au Gabon, comme ça ils vont me soutenir, ils vont être près de moi pendant les élections au moins, ils seront aussi avec leurs frères qui sont ici. Donc c'est comme ça que nous on va au Gabon, tout content parce qu'on va être avec nos frères et sœurs qui sont aussi là-bas, même si on n'est pas de même mère, bon, ça n'empêche que ça reste nos frères. Donc on arrive au Gabon, on est tout content. Notre père, vu qu'au Gabon on est de Franceville, de Wotogwe, donc c'est comme ça qu'on va dans notre ville natale. Et là-bas, notre père il bat la campagne, Après, on arrive au village maintenant. Dans son village aussi, où il fait la même chose. Il bat la campagne du candidat qui soutenait en fait. Et arrivé au village, c'est comme ça que le frère de notre père, déjà pour commencer, l'histoire que je vais vous raconter, c'est 3 histoires que je vais vous raconter, mais en une seule en fait. Donc ça va pas être hyper long. Je vais essayer de la rendre la plus courte possible. Donc je reviens. Donc quand on arrive maintenant au village, le frère de notre père nous amène voir le chef du village. Le chef du village nous amène au bord de la rivière parce que où on habitait, il y avait une rivière en fait. Et aucune personne qui revient de la ville ou qui revient d'un autre pays ou je sais pas trop quoi n'a le droit de se laver dans cette rivière sans l'autorisation des génies. Donc c'est le chef du village qui est dans l'obligation de vous amener au bord de la rivière pour faire le rituel pour voir si oui ou non les génies vont vous accepter. Donc, et les conditions pour que les génies vous acceptent, c'est soit vous êtes de ce village, ou soit vous avez un parent qui est de ce village, ou soit vous avez un lien avec le village en fait, tout court. Donc c'est comme ça qu'on va voir le chef du village, le chef du village qui nous amène à la rivière. Arrivé à la rivière, le chef du village commence à faire les rites et tout, il commence à parler, il nous fait laver les pieds, laver les mains, laver le visage, il cite nos noms dans ces rites-là, il cite le nom de notre papa et tout. Au bout de 5 minutes, il rentre dans l'eau. Et l'eau, quand il rentre dans l'eau, c'est pas genre, c'était une profondeur, c'était juste arrêté au niveau, l'eau s'est juste arrêtée au niveau des genoux, il s'est arrêté là. Après, il a parlé, il a jeté de trucs dans la rivière, je sais pas c'était quoi, des petits bois, des trucs comme ça. Il revient, il sort, il dit c'est bon, les génies ont accepté, vous avez le droit de vous laver, de faire ce que vous voulez dans l'eau en fait. Vous avez l'autorisation des génies. Les génies vous reconnaissent, c'est ce qu'il a dit. Les génies vous reconnaissent, donc vous avez le droit de vous laver, oui. Vous avez le droit de faire tout ce que les jeunes de ce village font et tout ce que les riverains de ce village font. Vous avez le droit de le faire aussi dans l'eau en fait. Ça veut dire se laver les vêtements, tout faire en fait. Donc c'est comme ça que nous on était contents, tu vois. On était contents. Et une semaine après, non, qu'est-ce que je raconte, 4 jours après, il y avait des blancs qui visitaient le département en fait. Et ils sont arrivés dans notre village. Et ils ont vu une rivière. Donc c'est comme ça qu'il y a un qui a décidé de se laver. On a dit non, ça ne se passe pas comme ça en fait. La rivière là, c'est pas une rivière naturelle où tu penses que tout le monde a le droit de rentrer en fait. Toi, avant de rentrer, tu dois aller voir le chef du village. Tu connais les blancs, la plupart n'y croient pas à nos traditions. Donc c'est comme ça qu'ils sont entêtés, il est rentré, mais jamais ressorti jusqu'à aujourd'hui. Quand il n'est pas ressorti, ça n'a inquiété personne dans le village, que ce soit le chef du village ou les riverains, ça n'a vraiment inquiété personne parce que tout le monde savait comment ça fonctionne en fait, dans le village de mon papa en fait. C'est sa première histoire. Donc juste pour dire aux gens que parfois quand vous arrivez dans les villages et que des gens vous disent vous n'avez pas le droit de faire ci, ou vous n'avez pas le droit de faire ça, franchement, ne vous entêtez pas en fait, parce que vous ne connaissez pas les conséquences, de la chose en fait. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'était la première histoire. La deuxième histoire, c'est que même pendant les mêmes vacances, on a décidé de suivre, mes frères et moi, on a décidé de suivre nos tatas et notre oncle dans la forêt. Parce que nos tatas, pendant ce temps, elles partaient dans la forêt faire des cueillettes, pêcher aussi. Parce qu'ils ne pêchaient pas dans la rivière, ils pêchaient dans la forêt, parce que dans la forêt, il y avait aussi des cours d'eau en fait. Des petites
les petits lacs, pardon, où ils faisaient la pêche en fait. Donc c'est comme ça que quand ils partaient dans la forêt, nous on les suivait. Et arrivé là-bas, avant qu'on partait dans la forêt, nos oncles nous disaient, quand vous partez avec vos mères là, 18 heures, vous n'allez pas vous trouver dans la forêt. Quand on dit 18 heures là, vous devez être en bordure de route. Aucune personne ne doit rester dans la forêt. Encore vous êtes des hommes, vous devez rester dans la forêt, mais aucune femme. Assurez-vous qu'aucune de vos mamans ne reste dans la forêt. Donc c'est que si une de vos mamans porte un truc qui est hyper lourd, il faut l'aider à porter le panier ou la bassine. Il ne faut pas qu'elle traîne les pas parce qu'elle porte un truc lourd. Donc partez avec elle, mais 18 heures, personne ne doit être dans la forêt. On a dit ok, d'accord. On n'a pas compris pourquoi on dit 18 heures. On a juste dit d'accord. Arrivé dans la forêt, nos mamans ont fait la cueillette, ils ont coupé le manioc, tout. C'était un moment joyeux quoi. Et 17h30 a sonné. Ils ont commencé à se précipiter. On part, sortez, les enfants, il faut qu'on parte. Donc ils ont commencé à mettre la pression que oui, toi porte ça, toi porte ça, il faut qu'on sorte de la forêt. Donc on ne comprenait pas parce qu'il n'est que 17h30, pourquoi vous précipitez, il n'est pas encore 18h. Elle dit sortez déjà. C'est pas la peine de traîner ici, sortir, on n'a jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on nous avait demandé de sortir. Même quand on est arrivé au village, on a demandé à notre tata là, une maman, pourquoi on nous avait demandé de sortir à 17h30, sachant qu'au village, on nous dit c'est 18h. C'est comme ça qu'ils n'ont pas voulu nous répondre. Au final, j'ai fini par comprendre que c'est parce que ce sont des heures auxquelles les esprits autorisent les femmes à être dans la forêt. Parce que c'est vraiment un village assez typique en fait. Ça veut dire que c'est vraiment tradition sur tradition. Ça veut dire que c'est pas un village où tu penses que tu vas aller vivre tranquillement ta vie et tu n'es pas de ce village. C'est vraiment un village où la tradition a son dernier mot en fait. Donc au fil de temps, en plus, j'ai grandi puisque j'ai fini par me rendre compte que c'était peut-être les génies du village qui ont instauré ça. C'est que à 18h, aucune femme ne doit être dans la forêt. Sinon, malheur à ceux qui sont dans la forêt, peur qu'elle ne reste à l'intérieur ou de peur qu'elle se perde. Donc, juste pour dire encore aux gens, dans chaque village, il y a des traditions. Donc, dans chaque forêt, il y a des conditions. C'est-à-dire que s'il y a des forêts même dans lesquelles, à partir de 18h, comme dans le village de mon papa, à partir de 18h, aucune femme n'a le droit d'être dans la forêt, de peur qu'elle ne reste, elle se perde ou elle en meurt en fait. C'était ça la troisième histoire. La dernière histoire, c'était dans le même village de mon papa. On était partis avec nos tantes, avec nos oncles. Voilà, chasser en fait. On allait chasser. Et moi j'avais 16 ans à l'époque. C'était en 2016, donc j'avais 16 ans. Donc c'est pour ça que mon oncle me dit ah, toi, tu n'as pas encore le droit de manier une arme en fait. Voilà, c'est pour les grandes personnes. Toi, tout ce que tu vas juste faire, c'est de porter des bidons d'eau et porter. Salut. Donc, tu vas juste porter des bidons d'eau et porter à manger avec tes frères. On a dit d'accord. Mais ce qui s'est passé dans la forêt ce jour-là, c'est un truc que jusqu'à aujourd'hui, je me dis, je suis fier d'être africain parce que si moi j'étais un Européen, comme me racontait ça, j'aurais peut-être pas aussi cru. Parce que je suis africain, que je me dis que chez moi, il y a vraiment des trucs qui se passent que peu de personnes ne peuvent s'imaginer. Il y a eu une antilope. L'antilope, c'est un peu comme la gazelle, un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais il y avait une antilope qui était en vue en fait. Donc mon oncle décide de tirer. Il dit personne ne fait de bruit. Personne ne fait de bruit. Nous tous en temps ne faisaient pas de bruit. Donc il vise l'antilope. Au moment de tirer, il regarde encore bien. Il baisse le fusil, il regarde l'antilope. Il bouge la tête. Il remet encore le fusil sur son épaule pour dire qu'il va tirer. Il rebaisse, il dit Après il dit bon pas à moi, il dit à tout le monde il ne tire pas. Donc je vois comment ça parle en langue avec mon oncle. Bon moi je connais pas la langue. Moi je n'écoute pas trop la langue. Je parle vite fait mais je n'entends vraiment pas en fait. Donc il commence à parler avec mes oncles et tout. Et après mon oncle me dit prends le cas où tu lances à l'antilope va fuir. Il dit ah, l'antilope va fuir. Faut tirer, comment tu dis l'antilope va fuir? Il dit non, faut faire. Donc moi aussi je prends le caillou, je lance
sur l'antilope. L'antilope nous regarde, parce que l'antilope est en train de manger. Donc, quand l'antilope ne voyait pas, l'antilope se tourne, l'antilope nous regarde. Et l'antilope commence à venir vers nous. C'est que l'antilope commence à venir vers nous. Genre, l'antilope nous voit. Et l'antilope vient vers nous. C'est pas comment raconter, même j'ai vu. Mais comment l'antilope va venir? L'antilope qui a toujours peur des êtres humains, l'antilope vient vers quelqu'un comment en fait? Et l'antilope vient vers nous. Et à un moment donné, l'antilope arrive à la hauteur de. Bon, pas à la hauteur que je raconte, au niveau de mon oncle qui avait l'arme. Et l'antilope commence à cracher tout ce qu'elle mangeait en fait. Tout ce qu'elle mangeait. C'est-à-dire que des trucs dégueulasses qu'elle mangeait là. L'antilope crache, l'antilope retourne, l'antilope part. Mon oncle n'a rien fait. Les oncles qui étaient avec nous aussi n'ont rien fait. Donc moi je n'ai pas compris. Donc c'est comme ça qu'après on a continué à chasser jusqu'à ce qu'on a réussi à avoir une antilope et un singe, on est ressorti. Et j'ai posé la question à mon oncle, pourquoi l'antilope, le premier antilope qu'on a vu, la Chine n'a pas tué? Et c'était pas l'antilope. J'ai dit, c'était qui alors? Il me dit, c'était pas l'antilope. Mais c'était qui? Non, c'est quelqu'un qui nous protège, nous tous. Et la manière dont la personne est venue vomir devant nous là, pour nous dire, vous avez bien fait de ne pas tirer. Parce que si mon oncle n'avait pas les yeux, parce qu'il faut avoir les yeux pour distinguer l'antilope, et je ne veux pas dire l'humain qui s'est transformé en antilope, mais le génie, c'est très dangereux parce qu'il faut avoir les yeux pour les distinguer. Si mon oncle n'avait pas ces yeux-là et qu'on tirait, qu'il abattait le génie, parce que même si c'est un génie, l'instant qu'il a la forme d'une antilope, c'est qu'il est comme une antilope, c'est qu'il est une antilope en fait. Donc, même si c'est un génie, il va mourir en fait. Donc, mon oncle m'a dit, si il avait abattu le génie là, il devait avoir du malheur dans sa famille. Donc, je pense qu'il a eu la sagesse de distinguer le vrai antilope et le génie. Et le fait que l'antilope là vienne vomir devant lui, c'était pour remercier à mon oncle de ne pas avoir tiré. Il m'a raconté ça, j'étais vraiment choqué. J'ai dit, ah ouais, j'étais choqué. Après, il m'a dit, t'inquiète pas, tant que vous êtes là, vous allez voir beaucoup de choses. Bah, après, on n'a pas duré au village, on est rentré vite en ville parce que il fallait que nous, on revienne en France pour reprendre les cours et tout. Donc, c'était un peu ça mon histoire. Donc, pour vous dire que l'Afrique, c'est rempli de mystères, rempli de trucs. Si on ne vous explique pas, peu de personnes ne vont croire en ça, ou bien vont penser que ça peut exister. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Et je veux aussi dire plus au Gabon, parce que le Gabon, c'est un pays rempli de mystères. Rempli de mystères. Aujourd'hui, on parle du Bénin, que oui, le Bénin, le Togo, ils sont forts dans ce genre de trucs. Mais le Gabon aussi, c'est un pays qui ne parle pas trop d'eux, mais c'est un pays très dangereux dans ce genre de rites, en fait. Donc, c'était un peu ça, mon histoire. Et merci à vous et merci à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la cinquième histoire. Oui, bonsoir DMG, bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. Euh, mon histoire est un peu longue, mais je vais essayer de la raccourcir un peu. Je vais essayer de vous expliquer mon histoire en quelques petites minutes. Ok, cette histoire, c'est moi-même qui l'ai vécue. C'est moi-même qui ai vécu cette histoire et personne d'autre. Tout a commencé lorsque, après la crise post-électorale, mon père a décidé de m'envoyer chez ma grande sœur à l'intérieur du pays pour aller fréquenter. Je devais faire la classe des 4 à l'intérieur du pays. Et je suis allé chez ma grande sœur pour aller à l'école. J'ai fait la 4e. À la fin de l'année, il se trouvait que j'étais un bon élève et j'ai pu passer en classe de 3e. En 3e, j'ai eu le BEPC et je suis passé en seconde C. En seconde C,
il se trouvait que mon neveu, c'est-à-dire le fils à la nièce de ma maman, nous sommes de la même promotion. Je suis juste âgé que lui d'un an. Ok. Et lui faisait la classe de 4e. Il est venu aussi fréquenter, rester chez ma grande sœur comme moi. Ma grande sœur et son mari étaient nos tuteurs. Donc, nous n'étions pas dans la même école, mais nous mangions ensemble, nous dormions ensemble, nous faisions presque tout ensemble, lui et moi. Parce que lui et moi avons grandi ensemble. Lorsque j'étais petit, mes parents m'envoyaient au village pendant les vacances. Pendant les vacances, mes parents m'envoyaient au village pour venir passer les vacances. C'est là que lui et moi marchions ensemble, jouions ensemble. C'est là que lui et moi nous sommes connus depuis l'enfance. Et donc, comme ça, nous avons grandi ensemble et nous nous sommes retrouvés chez ma grande sœur à l'intérieur du pays. C'est là que moi, je faisais la classe de seconde et lui la classe de troisième. De 4e, pardon. Je faisais pratiquement tout avec lui. Je dis bien pratiquement tout avec lui. Lorsque je ne le voyais pas même, je n'étais pas tranquille. Lorsque il n'était pas près de moi, je ne suis pas tranquille. Je lui faisais entièrement confiance. Il arrivait que souvent, ma grande sœur me dise que c'est quelqu'un qui a la capacité de voir. Il a le 3e œil. Lorsque ma grande sœur dit ça, il se fâche. Moi, là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne suis pas sorcier. Moi, je ne vois pas. Si moi, j'étais sorcier là, moi, j'allais prendre ma sorcier là pour réussir. Si moi, j'étais sorcier là, j'allais prendre ma sorcier là pour ma sorcellerie là pour réussir. Et moi, là, je ne suis pas sorcier. Il arrivait souvent aussi que ma grand-sœur me parlait de ça. Il arrivait souvent que ma grande sœur me dise, Yves, est-ce que tu sais que ton frère là, il est sorcier? Je me cache, je vais lui demander, ah, frère, est-ce que toi tu es sorcier? Est-ce que toi tu vois clair? C'est comme ça qu'il me répond, hein. Toi aussi. Et que toi-même tu me regardes là, est-ce que je suis sorcier? Il dit non. Est-ce que quand toi-même tu me regardes, est-ce qu'il voit clair? Il dit non. Bon, je ne prêtais pas vraiment attention, je n'étais pas fixé vraiment sur cela. Je me disais que même s'il était sorcier, il ne pourrait pas s'attaquer à moi, il ne pourrait pas s'en prendre à moi parce que je suis son frère. Pourquoi me ferais-je du mal? Donc, je ne m'intéressais pas vraiment à cela. Je ne savais pas. Alors que quand lui et moi dormions la nuit, lui travaillait sur moi. Il travaillait sur ma tête. Il travaillait sur mon étoile. Il travaillait sur, je ne sais pas comment le dire, il travaillait sur ma chance. Arrivé un moment, je suis passé en classe de première. C'est en classe de première que tous mes problèmes ont commencé. J'ai commencé à être bizarre. J'étais devenu un mauvais élève. Mes rendements même en classe n'étaient plus bons. Je ne me retrouvais plus à l'école. Et j'ai décidé même de ne plus aller à l'école. Lui et moi, un jour avons fugué de la maison. Parce que ma grande sœur nous avait dit de partir de sa maison juste parce que nous sommes sortis
et sommes rentrés un peu tard à la maison. Donc, elle s'est fâchée et nous avait dit de partir de sa maison sous l'effet de la colère. Donc, nous, juste parce que ce n'était pas la première fois, donc nous sommes partis de la maison. Nous avons fait jusqu'à 2 semaines dehors. On dormait sur les tables des marchés, on dormait sur les bancs des écoles, on dormait sur le bord des routes. Nous étions devenus comme des enfants de la rue. Et tout ce temps-là, il était avec moi, hein. Ne sachant pas que c'est lui qui occasionnait tout cela. Moi, je ne savais pas que c'est lui qui travaillait sur moi pour occasionner tout cela. Je ne le savais pas du tout. Et nous sommes pendant cette fugue-là, nous étions dans un congé de Toussaint. Et les congés devaient durer une semaine. La semaine suivante, il s'est avéré que nous ne sommes pas partis à l'école parce que nous étions encore dans la rue. C'est là que ma grande sœur a fait tout pour nous récupérer. Elle nous a cherché jusqu'à réussir à nous trouver dans la ville et a réussi à nous ramener à la maison. Après cela, je ne voulais plus encore reprendre les cours parce que j'ai fait une semaine, j'ai raté les cours, donc j'avais honte de reprendre les cours. Mes parents m'ont parlé, m'ont donné des conseils, m'ont demandé pardon et j'ai pris gros cœur et j'ai repris les cours. J'ai repris les cours. À la fin de l'année, il s'est avéré que je reprenais la classe. Il s'est avéré que je reprenais la classe. Et quand j'ai su cela, j'ai voulu ne plus aller à l'école. J'ai dit à mes parents que je ne vais plus à l'école. Je suis allé en vacances à la capitale. À la capitale, je suis allé avec mon neveu, hein. Nous sommes allés ensemble en vacances. Et une fois, mes parents qui étaient au village m'ont appelé pour me dire, on sait que tu ne veux plus aller à l'école, mais viens au village, on va te parler et puis tu vas repartir à la capitale. Viens au village, nous allons te parler et puis tu vas repartir à la capitale. Et lorsque je suis venu au village, mes parents m'ont envoyé chez un prophète. Ils m'ont envoyé chez un prophète. Ce prophète-là a prié pour moi et m'a donné un savon avec lequel je devais me laver. Je devais prendre un bain. Et j'ai pris le savon et je suis retourné à la capitale. J'ai rejoint mon neveu. Lui et moi dormions dans la même chambre et sur le même lit. C'est là que 3 jours après, lorsque je me lavais avec ce savon-là, une fois, tard dans la nuit, aux environs de 3 heures du matin, je dormais et tout à coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis réveillé subitement. Et lorsque je me suis réveillé subitement, j'ai surpris mon neveu là sur ma tête en train de faire des incantations. Je l'ai surpris sur ma tête, je dis bien je l'ai surpris sur ma tête en train de faire des incantations. Je n'explique pas une histoire de quelqu'un d'autre, j'explique ma propre histoire. Je dis bien j'ai surpris mon neveu là sur ma tête en train de faire des incantations. Ça l'a surpris même lui-même, il était étonné. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais sur ma tête là? Ta main fait quoi sur ma tête? Il me dit, ma main là. J'ai dit oui. Il dit non, c'est lorsque j'ai balancé ma main là, que c'est là que ma main a atterri sur ta tête. Et tout d'un coup, il s'est levé et il est allé dans les toilettes. J'ai regardé l'heure, il était 3 heures du matin. À 3 heures du matin, tu ne dors pas, tu es sur ma tête. C'est à 3 heures du matin que tu balances ta main. Il est allé uriner et il est revenu. Je n'ai plus dormi jusqu'à le matin. Lorsque le jour est tombé, j'ai dit à tous mes parents, à tous mes frères et sœurs,
que voilà ce que j'ai vécu. Ils étaient tous étonnés, ils étaient stupéfaits. Donc alors, c'est lui qui était à la base de tous tes problèmes. C'est lui qui faisait que tu ne veux plus aller à l'école. C'est lui qui faisait que tu as commencé à déraper, tu as commencé à sortir de la bonne voie. C'est lui qui était à la base de tout. On t'avait parlé, tu vois, non? Moi-même, je n'aurais pas cru si on me le disait. Mais Dieu a permis que je puisse l'attraper. Dieu l'a dévoilé. Dieu m'a montré son vrai visage. Dieu m'a montré qui était vraiment, réellement mon ennemi. J'ai vraiment remercié le nom de Dieu pour cela. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne veut pas reconnaître. Jusqu'à aujourd'hui, il ne veut pas reconnaître ce qu'il a fait. Je me suis éloigné de lui sans faire de bruit. Je me suis éloigné de lui sans donner d'explication. Il arrive souvent qu'il me pose des questions, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu t'éloignes de moi comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, toi et moi, nous n'étions pas comme ça avant, nous étions très proches avant, mais tu es devenu distant avec moi ces dernières années-là. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je lui réponds tout simplement que c'est le destin. C'est le destin. C'est Dieu qui a voulu que cela se passe ainsi. Il ne veut pas reconnaître. Pourtant, il sait très bien ce qu'il a fait. Il sait très bien ce qu'il a fait. Il sait la raison pourquoi je me suis éloigné de lui. Mais il ne veut pas reconnaître. Il veut que moi je le dise de ma bouche pour qu'il puisse le nier encore. Il y a un adage qui dit: éloignez-vous sans faire de bruit. Ils savent ce qu'ils ont fait. C'est ce que j'ai fait. Je me suis éloigné sans faire de bruit. Car il sait ce qu'il a fait. J'ai remercié le nom de Dieu parce que Dieu m'a aimé. Si Dieu a permis que si Dieu m'a révélé mon ennemi, c'est parce qu'il m'aime. C'est parce que je suis quelqu'un qui compte pour lui. C'est parce qu'il veut l'utiliser. Donc j'ai toujours remercié le Dieu que je sais pour ça. Tout ce qu'il a fait pour moi. Pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est un peu mon histoire. C'est mon histoire. C'est ce que j'ai vécu. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir, bonsoir famille DMG, bonsoir à tout le monde. Partagez, likez, commentez, en tout cas donnez de la force à la famille DMG, à cette chaîne-là, pour qu'elle vraiment, elle sensibilise le plus de personnes, qu'elle touche vraiment un nombre maximum, voilà, un maximum de personnes. Alors, moi j'appelle depuis l'Afrique de l'Ouest, voilà, un pays qui est bien connu de l'Afrique de l'Ouest, et je suis originaire du centre de ce pays. Pour l'histoire, c'est une histoire qui s'est passée dans ma famille côté maternel. Alors, il y a maman, ses sœurs qui ont des parcelles à l'intérieur, au centre. Voilà, à l'intérieur du pays, au centre. Le feu père avait plein de plantations et plein de biens dont il les a légués, notamment là, les plantations. Et l'une de ces plantations se trouve au centre du pays. Donc, elles sont chargées de répartir en plusieurs parcelles. Chacune a sa parcelle et c'est dans un complément que ces plantations-là sont. Alors, il y avait une particulièrement de mes tantes qui est vraiment invivable. Elle, son mari, ses enfants. C'est le mal vivre personnifié. Tout le temps les disputes, tout le temps les problèmes. On ne peut jamais s'entendre avec ces tantes-là. Il y avait tout le temps les disputes à n'en point finir. Et ces enfants, parmi ces enfants, il y a un qui est particulièrement terrible, turbulent, délinquant même, parce que lorsqu'ils étaient à, comment on appelle ça, dans la capitale du pays, c'était un délinquant réputé. Parce que je vous dis que ma tante, elle partit s'installer même de manière définitive dans ce campement. Et maman et ses autres sœurs partaient souvent visiter les parcelles et les entretenir. Alors, ce jeune homme, mon cousin, il y avait un Nigérian qui était dans ce campement-là, qui avait un entrepôt. Et mon cousin allait voir ce Nigérien-là pour être comme un vigie. Chose que le monsieur a accepté. Et le monsieur nigérien avait une très belle fille, qui venait souvent à l'entrepôt. Et mon cousin l'a remarqué.
Toutes les fois qu'il venait, il a abordé la fille, elle refusait les avances parce que elle ne se sentait pas à l'aise avec ce dernier-là. Et surtout avec la presse qu'il a de délinquants, c'était pas gagné. Alors une fois, étant l'anthropole est venu, le papa n'étant pas là, il a pris par surprise et malheureusement, il a violé la jeune fille. Le lendemain de l'acte, le parent, le monsieur, est venu avec sa fille voir les parents de ma tante. Plutôt, les parents de mon cousin, excusez-moi. Il est venu voir les parents de mon cousin. Ils l'ont reçu. Alors il a commencé à dire, voici ce qui s'est passé. Votre fils a violé ma fille dans des conditions vraiment pas intéressantes. Ils ont posé la question à mon cousin qui a catégoriquement nié. Est-ce que moi je peux le faire? Ça, c'est pas moi du tout. Je ne me reconnais pas dedans. On peut m'accuser de tout chose, mais moi je ne peux pas violer quelqu'un. Et ses parents aussi, tellement imbus d'eux-mêmes, des personnes à problème, ils se sont rangés du côté de leur fils sans même essayer de demander est-ce que tu as vraiment fait essayer de questionner le fils. Le monsieur, le Nigeria, a plusieurs fois demandé à mon cousin, chose qu'il a catégoriquement nié. Mais mon oncle et sa femme ont décidé de répudier le monsieur avec sa fille. Le jour qui suit, mon cousin assis dans la cour en train de manger, et automatiquement il s'est mis à crier au secours, au secours, au secours. S'il vous plaît, venez m'aider, ça ne va pas, je ne me porte pas bien. Il y a quelque chose qui se passe, ils sont en train de m'attaquer, ils sont en train de me tuer. On s'approche de lui, on lui demande, il dit qu'il a vu un être, une entité géante, noire, vraiment effrayante, qui est sur lui actuellement, qui est en train de presser ses reins, son foie et ses parties intimes. En train de lui presser ça comme si c'était en train de presser une orange. Et qu'actuellement, il ne se porte pas bien, il criait, il sanglotait. Je voyais mon cousin en train de pleurer. Donc, maman et les autres se sont sortis pour venir dire à ma tante, c'est vrai qu'on ne s'entend pas, mais là il s'agit de la vie d'un être humain. Et c'est notre cousin. On est obligé de l'aider. Est-ce que ce n'est pas le monsieur qui est à la base de ça, le Nigérien? Parce que nous connaissons ton fils. Toi-même, tu connais ton fils. Tu sais comment il est. Tu sais comment il est. Et surtout, hier, tu as pris catégoriquement le pouvoir pour ton fils. Tu n'as pas demandé, tu n'as rien demandé à ton fils. Parce que pour toi, il est blanc comme neige. Alors que tous, nous connaissons son comportement. Levez-vous, allons-y voir le monsieur. C'est comme ça, il décide de se rendre dans la maison de ce monsieur-là, qui le reçoit, et il leur demande, qu'est-ce que vous venez faire? Automatiquement, mes tantes commencent à se jeter à ses pieds, demander pardon. Voici comment l'enfant se porte actuellement. Il est en train de mourir, il est en train de crier, ça ne va pas. S'il vous plaît, si vous êtes à la base, s'il vous plaît, enlevez cela. On va faire tout ce qu'il y a de possible pour demander pardon, pour que les choses s'apaisent. Le monsieur avec un sourire leur dit, excusez-moi, de quoi vous parlez? Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Si c'est concernant l'histoire qui s'est passée hier, bon, moi je ne me reconnais pas dedans. Parce que lorsque je me suis rendu chez vous, vous avez catégoriquement nié cette affaire-là. Et vous avez pris aussi le parti de votre fils de manière catégorique. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, il est en train de mourir. Ok. Bon, là, je ne sais pas, peut-être qu'il a fait quelque chose d'autre à quelqu'un et il est en train de payer de ça. Sinon, moi, personnellement, je ne me reconnais pas dans cela. S'il vous plaît, prenez vos affaires et sortez de ma maison. C'est comme ça. Ma tante, son mari et mes autres tantes se sont levées ainsi que maman. Elles sont parties. Elles arrivent, c'est toujours le même. Donc on essaye de donner des feuilles. Quoi à l'enfant? Rien, absolument rien. On va dire qu'il y a un guérisseur, mais il est très éloigné du campement. Très éloigné du campement. Et surtout que même ce campement-là même est dans un coin qui est réputé pour être mystique. Il y a une eau qui est là-bas, waouh, de ouf. Tu peux maudire quelqu'un dans cette eau-là si la personne est vraiment coupable, ça va agir de manière spectaculaire. Les poissons qui y sont, il y a certains poissons qui ne sont pas consommables. Sacrément sacré, on va dire ça comme ça. Bref. Alors l'enfant se tordait toujours de douleur, ça n'allait pas. Du tout, ça n'allait pas. Et le lendemain, on a tellement fait ce qu'on pouvait faire le lendemain matin. Dans les 10 heures, l'enfant a rendu là. C'était vraiment très émouvant. Ça faisait vraiment pitié. De manière aussi bête et vilaine, mon cousin est parti comme ça. Et c'est là que sa maman va se mettre à crier, pleurer comme bon les Africaines, elles savent le faire. Mais l'enfant ne pouvait plus revenir à la vie, c'est terminé. Et chez nous, lorsqu'on perd un enfant, lorsqu'une famille perd un enfant, surtout le premier,
Le premier enfant qu'elle perd, voilà. Elle peut avoir 4 enfants, 5 enfants, mais dès qu'il y a un qui meurt dedans en premier, il n'y a pas de funérailles. Automatiquement, dans la même semaine qui suit, on doit enterrer l'enfant là, sans faire de funérailles. Et surtout, la mère ne doit pas pleurer. Voilà comment il est mort un vendredi. Et le lendemain, automatiquement, le samedi, il a été enterré. De manière vraiment comme un chien. La morale à retenir dans cette histoire-là, c'est nous les jeunes, faisons très 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 attention aux actes que nous posons. Soyons vraiment matures dans la tête. La vie ne nous appartient pas. On est jeune, on est vieux, on meurt tous. Faisons très attention. Et pour les parents, soyons vraiment équitables dans les choses. Soyons des parents vraiment responsables. Même si nous connaissons, nous aimons nos fils malgré ce qu'il est, soyons toujours impartials. Passez une bonne soirée, surtout encore partagez au maximum. Merci, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo.